Bon, bismillah. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la sixième semaine. Pour la 6e semaine, pour faire le métissage linguistique. Nous allons aujourd'hui changer de support, c'est-à-dire au lieu de traiter de support de prose, nous allons traiter un petit peu de poésie. Donc nous allons devoir faire un petit rappel de métrique, de versification. Donc l'objectif est de maîtriser les concepts de base de la versification française. Je vais faire un petit rappel. Analyser les particularités lexicales de leurs fonctions, étudier les effets syntaxiques et rythmiques et comprendre le métissage linguistique comme stratégie poétique. Donc ce cours explore comment l'analyse lexico-sémantique et grammaticale et versifiée permet de comprendre les stratégies d'écriture des poèmes, particulièrement dans les contextes de métissage linguistique où plusieurs langues et styles s'intériorisent. Notre problématique est comment l'analyse conjointe du lexique, de la syntaxe et de la versification permet-elle de comprendre les phénomènes du métissage linguistique en poésie. Un petit rappel de métrique. Le vers c'est la plus petite unité de rythmique. Elle est mesurée en quoi? En quoi elle est mesurée? Quelle est la mesure du vers? L'unité. No one knows. C'est la syllabe. Donc, la syllabe. Mesurer un vers en syllabes. Prenons l'exemple du vers de Victor Hugo, par exemple, des petits extraits des Contemplations. Demain, dès l'aube, l'heure où blanchit la campagne. Demain, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Combien? 12. Nous parlons d'un alexandrin. 12 syllabes, un vers de 12 syllabes, c'est un alexandrin. Donc la mesure, c'est la syllabe. La mesure du vers, c'est la syllabe. Si dans une syllabe, nous avons un E muet, caduc, un E caduc. Le E muet se prononce ou s'élide. On peut le prononcer ou on peut l'élider. Ce qu'on appelle une élision. Et l'omettre. Ne pas le prononcer. Selon sa position dans le vers. Selon où il est. Par rapport à ce qu'il y a après. Surtout ce qu'il y a après le E. Donc, si le E est suivi, je vais donner un exemple. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. J'ai rêvé dans la grotte. La grotte se termine par un E. La grotte se termine par un E. Où nage. Il est suivi comment? Il est suivi d'une voyelle. Ou grotte. Ou. Donc suivi d'une voyelle. S'il est suivi d'une voyelle, il s'élide. Il s'élide. La syllabe, c'est ou. S'il est suivi d'une voyelle, il s'élide. Donc là, je prononce. J'ai rêvé dans la grotte où. Je ne prononce pas le E muet. Le E final, le E caduc, je ne le prononce pas. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Ici, il est suivi par
nage une consonne. Donc nage la sirène. Là, il ne s'élite pas. Donc il a deux cas. Soit il est suivi par une voyelle, et là il s'élite. Soit il est suivi par une consonne, et là il se prononce. Nage la sirène. Ah, nous avons le concept de diérèse et de synérèse. De diérèse et de synérèse. La diérèse sépare deux syllabes d'une diphtongue. Une diphtongue, c'est une syllabe où il y a deux voyelles. Une syllabe où il y a deux voyelles. Le besoin de faire d'une seule syllabe deux. On appelle ça une diérèse, c'est-à-dire on a besoin de créer une syllabe pour obéir aux règles de la métrique. Si on a besoin de créer une syllabe, on va la créer là où il y a une diphtongue. Et la diphtongue, c'est une syllabe contenant deux voyelles. Alors que la synérèse fusionne deux voyelles en une seule syllabe. Fusionne une voyelle en une seule deux voyelles en une seule syllabe. Exemple, dans la nation chérie a violé sa foi. Toujours Victor Hugo. La nation chérie a violé sa foi. Nation, nous avons combien de voyelles en nation? 3. Deux. Nation. Nation. Nous avons deux syllabes. Nation. Ah, en diérèse, nous allons la sion, c'est une diphtongue. C'est une syllabe où il y a deux voyelles, i et o. Sion. Là, nous allons la segmenter en deux syllabes. Nation. Ah. À l'origine, c'est en deux voyelles, en deux syllabes, mais avec la diérèse, on a besoin de faire une nouvelle syllabe pour obéir aux règles de la métrique. Donc on va segmenter nation, non pas en deux syllabes comme elle l'est normalement, mais en trois. Nation. Pour faire un alexandrin. D'accord? Donc l'effet est gracieux, l'effet est solennel. C'est un effet solennel. Nation. C'est plus musical que nation. Donc, pour obéir aux règles de la métrique. Par exemple, faire une une diphtongue en une seule syllabe, vous avez le mot, par exemple, hier. Hier, on peut le prononcer en une seule syllabe, en synérèse, comme on peut le prononcer en deux syllabes, en diérèse. Hier, ou en une seule syllabe, en synérèse, hier. La rime, c'est le rythme de la fin de chaque vers. Donc la rime, c'est la répétition d'un même son à la fin de chaque vers, chaque deux vers, au moins deux vers. La strophe est composée, la strophe est un regroupement régulier de vers. En 4, en 3, en 2. Donc vous avez le regroupement de vers s'appelle une strophe. Ce sont des concepts assez simples à retenir pour pouvoir... Ah, vous avez le silence. Le silence, ce sont des blancs. Ce sont des blancs dans le vers. Vous avez comme exemple elle se tut, le silence s'installa
entre eux, seulement troublés par le bruit léger de la lampe. Donc ici, le silence, c'est un concept à utiliser, soit dans la rime ou dans la prose, dans la poésie ou dans la prose. Nous avons le concept de l'enjambement. Le concept de l'enjambement, c'est quand une phrase commence sur un vers et se termine sur l'autre vers. Commence sur un vers, une principale par exemple, une principale qui commence sur le premier vers et la subordonnée se termine sur le deuxième vers. On appelle ça un enjambement, comme une sorte d'emboîtement. Nous avons comme exemple une grenouille vit, exemple de La Fontaine, les fables de La Fontaine, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Une grenouille vit un bœuf, ça c'est la principale. Qui lui sembla de belle taille, c'est une subordonnée. Donc ça, la rime s'applique sur la fin de la principale et la fin de la subordonnée. Maintenant, comme ce petit rappel de versification est terminé, nous allons voir comment l'analyse lexicale s'applique. Comment on peut analyser lexicalement un poème. L'analyse consiste à relever le vocabulaire, le champ lexical et sémantique. Le champ lexical et sémantique. Et dans le champ lexical, on a ce qu'on appelle, dans le champ lexical, vous n'allez pas toujours trouver les mots qui sont utilisés, employés dans le texte. Il pourrait arriver que vous ne les trouvez pas dans le dictionnaire. Et si on ne trouve pas un mot dans le dictionnaire, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un radical qui existe dans le dictionnaire, mais que vous ne pouvez pas trouver dans le dictionnaire. On appelle ça, ce phénomène, c'est quel phénomène? On l'appelle comment? On l'appelle néologisme. Le néologisme. Le poète ou l'auteur crée un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un néologisme. Mais un néologisme qui a un radical. Donc, cherchez les champs lexicaux, les néologismes, les emprunts, et vous pouvez déterminer leur fonction dans le texte. Je cite Édouard Glissant qui dit, Édouard Glissant qui est un homme de littérature, qui dit « J'écris en présence toutes les langues du monde, agis dans ton lieu, le monde s'y tient, pense avec le monde, il ressort de ton lieu. » C'est-à-dire que tu dois écrire en tant qu'auteur de littérature, tu dois écrire avec tout ce qui existe dans ton monde, même si ça n'existe pas dans le dictionnaire, même si ce n'est pas normatif, même si ça n'obéit pas à la norme. C'est-à-dire tu peux créer des formes. L'auteur, c'est-à-dire pas le commun des gens. Le commun des gens doit obéir aux normes. Dans les prémices, on doit obéir aux normes. Mais une éminence comme Édouard Glissant peut se permettre de créer des mots, peut se permettre de créer des structures grammaticales. Par exemple, le verbe pleuvoir ne se conjugue normalement qu'avec quelle personne? Avec la troisième personne du singulier. On peut dire il pleut. Je ne peux pas dire je pleut. Mais dans un contexte d'emprunt ou de structure grammaticale nouvelle, de création, l'auteur, le poète peut se permettre
peut se permettre de créer de nouvelles formes, peut se permettre de créer de nouveaux emprunts. Donc, ne croyez pas que tout ce que vous allez trouver dans la poésie, dans la littérature, vous pouvez facilement le trouver conformité dans les livres de normes, de grammaire, de lexicologie. C'est-à-dire, ne croyez pas que tout ce que vous pouvez trouver comme lexique dans la littérature, vous pouvez automatiquement le trouver dans le dictionnaire. L'auteur se permet de créer des néologismes. Donc, la syntaxe et le rythme, l'analyse syntaxique examine la construction des phrases. Donc, langue, la longueur de la phrase, la complexité de la phrase, l'accumulation, la symétrie et leur effet sur le rythme du poème. Donc, comme exemple, dans Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, les phrases s'étendent sur plusieurs strophes. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un seul enjambement. L'enjambement qu'on a vu, c'était sur deux verbes consécutifs. Deux verbes consécutifs. Là, il n'y a pas un phénomène d'enjambement. Il y a une phrase qui s'étend sur plusieurs strophes. Donc, c'est une création typiquement Rimbaud. Mais le fait que la phrase s'étende sur plusieurs strophes, ça fait un effet syntaxique ample. Ça mime le mouvement, qu'il y a un mouvement ample. Le mouvement que Rimbaud décrit, c'est un mouvement ample. Il y a plusieurs actions. Donc, le fait de trouver qu'il y a une longueur exagérée de la phrase sur plusieurs strophes n'est pas anodin, n'est pas obsolète. Il y a forcément une sémiotique derrière cet usage. Le métissage linguistique aussi. Mélanger deux langues dans le même poème. Utiliser deux langues, voire même plus. Comme Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau dit que le français utilise le français et le créole dans ses poèmes. Le français et le créole. Donc, pour synthétiser, la versification, c'est les normes de l'étude du vers. En syllabes, en strophes, il y a des phénomènes comme le caduc, le muet, où il y a soit une prononciation, soit une élision. Vous avez les phénomènes d'enjambement, les phénomènes de diérèse et de synérèse. Mais il y a aussi le phénomène lexical. À côté de la structure, il y a le sens. Le sens à travers le lexique, à travers la syntaxe. La syntaxe et le lexique n'obéissent pas toujours à la norme. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'une phrase une phrase simple et une phrase complexe dans le discours normal, discours usuel, sont de même forme dans le discours littéraire. Dans le discours littéraire, une phrase simple et une phrase normale, une phrase simple et une phrase complexe peut s'étendre sur plusieurs lignes, sur plusieurs strophes, sur plusieurs vers. Donc, l'utilisation de sens, ne croyez pas toujours que chercher le sens du mot va se faire toujours à travers le dictionnaire. Parfois, c'est la création qui fait le mot, le néologisme. Donc, rien dans la création littéraire n'oblige à toujours obéir à la norme lexicale, syntaxique et grammaticale. Syntaxique, lexicale et grammaticale. Donc, en bref, l'auteur de littérature, auteur imminent de littérature, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe qui, peut se permettre de créer, même au niveau de la syntaxe, de la sémiotique, de la lexique, du lexique et de l'orthographe. Il peut se permettre. Donc, pour conclure,
nous devons dire que l'analyse conjointe de la versification, du lexique et de la syntaxe relève de la poésie. Mais la poésie non pas comme texte normatif, mais comme art. Comme art. Et l'art peut se permettre. L'art peut se permettre. Donc, peut se permettre une manipulation totale de la langue. Manipulation totale de la langue. Créer des mots, créer des formes, créer des emprunts. Donc, la logique, le but de ce cours, c'est de créer une logique de lecture de la poésie d'une façon particulière et de la littérature d'une façon plus générale. Lorsque vous lisez de la littérature, ne croyez pas que c'est toujours dans la norme que vous allez trouver qu'il y a sûrement un sens. Il y a forcément un sens. Un sens canalisé par les usages normatifs. Mais dans cet usage normatif global, il y a toujours des petites lacunes, des petits espaces, des petits blancs où l'auteur peut se permettre de créer. Donc, je vous laisse la fiche TD, Inch'Allah, pour la semaine prochaine.